Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre webinaire Découvrez 4 parcours uniques de conseillers DevOps. Je me présente, Steven Morvuntas. Je vais être votre animateur pour ce webinaire et ça me fait un grand plaisir de vous accueillir tous ici. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent petit peu par petit peu. Il y a beaucoup de gens que je reconnais dans les attendees. Alors, bienvenue à tous, des anciens amis et des nouveaux. J'aimerais aussi souligner qu'on a des gens de l'ETS aujourd'hui. On a des gens de l'Université de Sherbrooke et également de l'UQAM. Et je vois aussi qu'il y a des gens qui nous joignent de partout dans le monde. Il y a des gens non seulement du Québec et du Canada, mais aussi de la France et de la Tunisie et de ailleurs. Donc, j'aimerais aussi vous souhaiter la bienvenue. Bon après-midi, bonsoir à vous autres. Moi, c'est Steven. Je suis chez GoLogic depuis 2 ans maintenant, 3 ans maintenant. Wow, c'est la 3e année. Donc, je suis développeur web, mais aussi Scrum Master et Product Owner. Et ceux qui me connaissent bien savent que je suis aussi un grand passionné de l'escrime. Donc, j'ai un peu cette dualité de athlète et entraîneur d'escrime et aussi Scrum Master, programmeur DevOps. Ça me fait plaisir de vous avoir ici aujourd'hui avec nos 4 panélistes que je vais vous présenter très bientôt. Mais j'aimerais d'abord parler un peu de GoLogic. Fait que GoLogic, en fait, on est une boîte de consultants DevOps qui existe depuis 2011. Donc, on partage cette culture-là depuis 2011. Et depuis les 10-11 ans, c'est la première fois qu'on a un événement de la sorte, une genre de table ronde d'événements carrière. C'est vraiment excitant pour nous de pouvoir vous exposer un peu ce qu'on fait à l'interne et aussi de vous montrer, de vous partager les histoires de ces 4 conseillers DevOps qui sont vraiment formidables. Donc, aussi, c'est quoi le DevOps? Juste pour ceux qui sont un peu plus juniors ou qui sont peut-être, qui commencent
qui commencent à penser à une carrière en DevOps ou qui sont déjà en TI, qui ont déjà entendu parler du DevOps, qui ne sont pas trop sûrs, ben, le DevOps, c'est vraiment une culture basée sur la collaboration et ça constitue un ensemble de bonnes pratiques. On parle de maturité technologique, de processus, de culture d'entreprise et aussi des façons de mesurer nos logiciels. Et tout ça s'applique dans le développement logiciel pour livrer le plus de valeur et le plus rapidement possible. En gros, c'est un peu ça, le DevOps. Et on nous demande souvent, nous, chez GoLogic, c'est quoi les missions d'un conseiller DevOps? C'est quoi les tâches? C'est quoi qu'on fait, mettons? Qu'est-ce que ça mange en hiver, un conseiller DevOps? Alors, pour répondre à cette question, il y a plusieurs réponses possibles et on a décidé d'organiser ce webinaire pour vous aujourd'hui. Donc, je vous présente les panélistes maintenant. On a Maud Sincaster qui est là aujourd'hui avec nous. Salut. On a Sébastien Bernard qui est avec nous aussi. Nicolas-Emmanuel Robert. Et bien sûr, Alexis Lemelin-Poulain qui est aussi avec nous. Alors, ça me fait un grand plaisir d'être avec nos panélistes aujourd'hui. Et aussi, si vous voulez, je pense le mieux là, pour la vue, si jamais vous êtes en vue galerie, vous pouvez vous mettre en vue présentateur ou en mode speaker. Là, quand je me mets en mode speaker, je vois Denis Dallaire, mais ça doit être parce que c'est moi qui parle en ce moment. Alors, on va commencer le webinaire avec une conseillère DevOps qui a suivi un stage chez GoLogic en intégration multimédia au début de l'année 2021. Et au fil de ses projets et de ses formations, elle est devenue DevOps Junior chez GoLogic et a même obtenu sa certification DevOps Foundation du DevOps Institute. Alors, je présente, et tout le monde accueille-la chaleureusement, Maud Sincaster. Salut Maud. Salut. Alors, merci beaucoup de prendre le temps aujourd'hui de nous expliquer un peu, puis aussi de casser la glace, là, de briser la glace pour les panélistes. Donc, toi, dans ton parcours professionnel, comment est-ce que tu as choisi de t'enligner vers un rôle DevOps? Pour ça, faut remonter un peu plus loin. En fait, tout d'abord, j'ai toujours eu un intérêt marqué pour les apprentissages en général, que ce soit les mathématiques, les langues, les sciences. En général, j'aime beaucoup apprendre. En premier, ce que j'ai fait, j'ai débuté des études à l'université en philosophie. À ce moment-là, j'ai découvert que j'avais une passion pour la logique. Puis plus tard, je me suis réorientée à ce moment-là en informatique et en génie logiciel. C'est un domaine qui est relativement nouveau pour moi, donc j'en avais jamais fait avant, mais ça rejoint encore mes intérêts de toujours, donc la logique, les maths, le fait même d'apprendre des langages, tout ça mis ensemble dans le même programme. Quand j'ai commencé en informatique, génie logiciel à l'UQAM, j'étais dans le programme, en fait, je suis encore à l'UQAM présentement, dans le programme coopératif. J'ai donc fait des stages. Mes 2 premiers stages, j'étais comme testeur en assurance qualité. Mon 3e stage, ça a été donc chez GoLogic. Tout d'abord, ça a été proposé comme un stage en intégration multimédia qui était basé sur les formations DevOps offertes par GoLogic, donc sur une plateforme qu'on appelle la plateforme Raft. Puis tout ça, c'est devenu plus grand que ça, en fait, parce que je me suis notamment occupée de la mise en page, de la correction des textes, même de l'écriture de scripts du langage robot framework qui automatise le parcours de au moins 3 des 4 formations qu'on a en ce moment. La première avait déjà été entamée par d'autres de mes collègues panélistes, justement. Puis, autrement, dans mes tâches, j'ai mis en place un horaire d'activation des postes de formation en guacamole par ce qu'on appelle un cron job pour les horaires sur Amazon Web Services. J'ai aussi participé à la bonification du contenu des formations, entre autres à partir du contenu théorique vidéo qu'on avait, pour mieux l'adapter au contexte en ligne. Puis, en général, j'ai mis en application mes nouvelles compétences en assurance qualité dans mes différentes démarches d'automatisation et de bonification des formations. Puis, même en ayant initialement peu d'expérience sur le sujet à mon entrée en stage, à travers les différents projets que j'ai faits chez GoLogic,
J'ai eu l'occasion d'apprendre énormément sur les pratiques DevOps, puis je suis entourée de collègues hors pair, curieux, passionnés, qui ont favorisé mon intégration à l'équipe. C'est vraiment un environnement de travail que je trouve stimulant, flexible. On nous guide dans nos projets tout en laissant place à l'initiative, à l'innovation, puis je continue à apprendre tous les jours, puis c'est pour ça que je suis encore ici. Ouais, c'est ça qui est vraiment le fun chez GoLogic, c'est la formation est tellement importante. Puis toi qui es encore à l'école, tu peux voir aussi que l'informatique, la logique, les arts, ça vient tout ensemble dans le DevOps. C'est vraiment intéressant. Puis là, ton stage est devenu un emploi et là, tu as eu l'occasion de travailler à l'interne. Donc, parle-nous un peu de tes projets que tu as travaillé à l'interne, justement la plateforme de formation Raft ou même des Lunch and Learn, si tu veux nous en parler. Oui, d'abord, justement, la plateforme RAP, l'objectif de cette plateforme-là, c'était de monter une infrastructure de formation qui propose des ateliers qui comportent justement des outils simples, open source, par exemple Portainer, SonarCube, Docker, Trafic. Aujourd'hui, cette plateforme-là est déployable justement dans AWS, c'est là-dessus que j'avais travaillé. Les 4 formations qu'on a en ce moment s'appellent Pipeline as Code, Infrastructure as Code, Développement continu et Surveillance et rétroaction. Puis quand j'ai travaillé sur mes tests en Robot Framework, c'était des tests que j'ai rédigés en syntaxe Gherkin. C'est un langage qui se rapproche plus d'une langue naturelle que formelle. Donc, l'objectif de ce langage-là, c'est de pouvoir valider le déroulement des ateliers d'une formation plus rapidement qu'en exécutant toutes les étapes manuellement. C'est un langage qu'on dit, pardonnez-moi mon anglais, mais on dit que c'est un langage business readable. Ça permet entre autres de décrire un comportement d'affaires sans avoir à entrer dans les détails d'implémentation. Cette formation-là, puisqu'elle tend à évoluer avec le temps, puis que les laboratoires d'une formation vont comporter des dépendances entre elles, ça va nécessiter de les retester, de retester l'ensemble de la formation même. C'est des changements qu'on doit valider avec le moins d'efforts possible. Puis ça, c'est réalisable justement avec l'aide de Robot Framework. Avec les efforts qu'on a faits, les tests qui initialement pouvaient prendre entre 3 et 8 heures, maintenant sont 10 fois plus rapides. Justement, pour les Lunch and Learn, j'ai eu l'occasion de parler du travail que j'ai accompli avec, entre autres, certains de panélistes. Ce que j'ai fait, toujours en lien avec mes compétences en assurance qualité, j'ai défini et implémenté un plan de test qui a été validé par un autre de mes collègues qui faisait de l'assurance qualité aussi. Donc, j'ai établi des objectifs de test, des standards de qualité, des préconditions de test. J'ai planifié des cas de test. Puis j'ai également je me suis assurée qu'on ajuste la structure du répertoire de projet pour intégrer les tests des prochaines formations. Donc, on a fait un Lunch and Learn. C'est en fait, c'est un événement qui se passe sur l'heure du dîner, environ 2 fois par semaine, 1 fois ou 2 semaines, je veux dire. Puis à ce moment-là, c'était en compagnie de, entre autres, mes collègues Sébastien, Nicolas et Emmanuel qui sont parmi les panélistes. Et à ce moment-là, on a partagé à nos collègues le travail accompli depuis la création de la plateforme Raft. Puis j'ai aussi présenté un autre Lunch and Learn un peu plus spécifique à une autre passion que j'ai, qui est la méditation. J'ai introduit mes collègues aux effets bénéfiques de la pratique, donc la concentration, la diminution de l'anxiété, la diminution de la douleur. Puis c'est justement un Lunch and Learn pour lequel j'ai eu beaucoup de commentaires positifs. Vraiment, on peut aborder toutes sortes de sujets dans le cadre de notre travail. C'est vraiment le fun. Ouais, c'est vraiment encourageant de voir que, il y a vraiment une ouverture sur plusieurs sujets, puis de voir aussi que oui, on est des développeurs, DevOps, des programmeurs, mais aussi on est tellement passionné sur d'autres choses dans la vie aussi, comme la méditation, ce qu'on présente dans nos Lunch and Learn. Et là, tu es en mission actuellement. Donc, comment ça se déroule, ça? Euh, Donc, ça va bien. On m'a proposé de commencer un premier mandat dans une entreprise. Je suis encore aux études, donc évidemment, c'est un mandat que j'effectue à temps partiel. C'est ma première mission en consultation dans une entreprise. En ce moment, j'aide à automatiser des tâches manuelles, entre autres désactiver et activer des fonctionnalités selon des horaires, un peu comme ce que j'ai fait avec Amazon Web Services. Puis je travaille aussi à valider la configuration des serveurs virtuels qui sont utilisés pour exécuter les commandes sur lesquelles on travaille justement. Dans le cadre de mes tâches, je vais participer comme n'importe qui de mon équipe au Daily Scrum, aux rétrospectives de sprint, aux ateliers d'équipe. C'est sûr que de mon côté, étant toujours étudiante, ça va me demander une adaptation différente parce que
C'est ça, je suis à temps plein. Il y a souvent des changements de contexte lorsque je travaille. Avec le télétravail aussi, ça a demandé une certaine adaptation. Ça m'a demandé de m'adapter à une courbe d'apprentissage qui était plus marquée. Mais malgré tout, comme je disais tantôt, je fais partie d'une équipe qui comprend cette réalité-là, qui m'aide beaucoup, qui va m'aider à répondre, qui va répondre à mes questions, puis qui va vraiment me guider dans l'utilisation des nouvelles technologies auxquelles on m'expose à ce moment-là. Ben, t'es très courageuse d'entreprendre un mandat et d'être à l'école à temps plein, mais tu fais ça avec brio. Donc, je vais te dire bonne chance, bonne continuité dans ton mandat et aussi dans tes études. Merci Et beaucoup. ça fait plaisir. Et merci à toi d'avoir répondu à quelques-unes de mes questions. Ça fait plaisir. Alors, on va passer maintenant à notre prochain panéliste, qui est un passionné de la culture DevOps, du CI/CD, donc de l'intégration continue, du déploiement continu, de la containerisation et de l'automatisation. Donc, j'ai parlé de Nicolas-Emmanuel Robert. Donc, bonjour Nicolas-Emmanuel. Salut Steven, ça va bien? Ça va très bien et toi? Ça va super, merci. Merci encore de prêter à l'exercice et d'être ici avec nous aujourd'hui. C'est un Euh, plaisir. j'ai quelques questions pour toi, c'est sûr. Euh, Parce que je sais que toi, tu viens en fait de la France, de la Bretagne. Et Tout à fait. c'est quoi qui t'a attiré à Montréal? Pourquoi t'es venu t'installer au Canada pour poursuivre ta mission DevOps? Moi, ce qui m'a attiré à Montréal, c'est vraiment la qualité de vie. C'est une ville très dynamique, très différente. Il y a beaucoup de quartiers différents, beaucoup de restaurants différents. C'est une ville qui respire beaucoup avec tous ses parcs. Voilà, c'est vraiment la qualité de vie. Il y a aussi tout un écosystème d'entreprises en TI. Ça donne lieu à beaucoup d'interactions entre entreprises au cours de salons qu'on espère pouvoir reprendre au plus vite en présentiel. Donc beaucoup de salons, beaucoup d'interactions. C'est cet écosystème-là et cette qualité de vie-là qui m'a très attiré à Montréal. Ben, on espère se voir au bureau bientôt. On a pu travailler ensemble hier. Ça, c'était assez plaisant avec la réouverture et tout. Et avoir choisi le Canada et Montréal surtout, c'est vraiment une ville qui est axée sur la technologie de l'information, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir GoLogic? Moi, là, je cherche vraiment quelque chose de DevOps, donc Mhm. GoLogic tombait parfaitement là-dedans, mais ce qui m'a plus spécifiquement, ce qui m'a attiré chez GoLogic, lorsque j'ai lu l'offre d'emploi, c'était la partie sur la formation. Pour moi, c'est super important une entreprise qui va permettre à ses employés de continuellement se former. C'est pas un secret, dans notre métier, tout évolue tout le temps. Euh, il faut tout le temps qu'on se maintienne un jour si on, si on ne veut pas être périmé, entre guillemets. Donc c'est vraiment cette partie-là sur la formation qui m'a vraiment attiré. Euh, voilà. Pour la deuxième chose, c'est vraiment le côté collectif. Ça a transpiré vraiment, et ça transpire toujours, je pense, sur le site web de GoLogic. C'est ce côté de groupe. En arrivant chez GoLogic, j'ai pu le vivre. Enfin, ça fait 1 an et demi que je le vis et que j'en suis très content. Ce côté de groupe où on travaille avec des personnes avec un background vraiment très différent, des connaissances très différentes, et toute cette interaction avec des collègues qui nous en apprennent tous les jours, euh, c'est vraiment ça qui me plaît et que j'ai trouvé qui transparaissait beaucoup dans la présentation de GoLogic. Mhm. Parce que c'est vrai, toi, tu as commencé à travailler de la France pour GoLogic, puis après ça, tu es arrivé. Wow, ça a dû Absolument. vraiment être euh, quand même pas un choc, mais tu sais, moi, je me rappelle là, quand tu es arrivé, c'est super. La communauté de GoLogic est tellement accueillante, puis les gens sont dynamiques, sont vraiment le fun. Et on est vraiment content que tu fasses partie du collectif et que tu sois ici maintenant. Ça, c'est Merci. alors, toi aussi, tu es en mandat actuellement. Donc, parle-nous de ta progression, de ta carrière dans ce nouveau mandat-là. Pour contexte, je suis dans une entreprise qui fait des logiciels pour la finance, donc pour les grandes banques, dans une équipe de SRE. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le SRE, c'est une équipe qui a pour but de maintenir et faire évoluer un ou plusieurs produits de l'entreprise. C'est une problématique qui est souvent très reliée au DevOps. Ça fait un peu comme des équipes DevOps, même si c'est pas un terme qui est toujours
toujours très apprécié, mais c'est ça, c'est une équipe SRE où on s'occupe de plusieurs produits de l'entreprise et de livrer les logiciels aux clients avec toujours cet objectif de qualité. Et on a aussi comme objectif d'automatiser un maximum de choses euh, pour avoir simplement moins de travail et qu'on puisse se concentrer sur l'évolution des produits. C'est un mandat qui m'a permis de comprendre vraiment les problématiques d'une entreprise avec beaucoup d'historique, puis beaucoup d'employés. Euh, on ne travaille pas avec des technologies très modernes, on y va, on commence à se servir d'outils de plus en plus modernes, à faire vraiment évoluer les choses, c'est vraiment bien. Mais c'est ça, moi avant j'avais plutôt travaillé dans des petites startups où on utilise un peu tous les derniers trucs qui nous tombent sous la main. Là, c'est pas le cas. Il faut vraiment faire avec ce qui existe, le faire évoluer et le faire évoluer avec toujours cet objectif de qualité. Euh, ça a été un défi pour moi et ça m'a vraiment appris à être constant et à être clair dans ma communication. Euh, c'est vraiment un beau défi et je suis dans une équipe avec des profils très différents. Il y a des gens, ça fait plus de 25 ans qui travaillent dans l'entreprise, d'autres que 6 mois, des consultants comme nous chez Gologic, des permanents. Et on a vraiment une équipe euh, qui s'entend très bien ensemble et c'est vraiment super sympa de travailler aussi fort avec des gens très intéressants. Donc ça m'a beaucoup apporté euh, pour développer mes compétences organisationnelles et de communication. Mhm. Puis on sait que tu es, curieux, puis tu cherches toujours à utiliser les dernières technologies. Fait que c'est toujours un défi, c'est sûr, quand on arrive dans une compagnie qui a beaucoup de legacy. Mais je pense que peu à peu, tu es vraiment capable de faire une différence et on la voit chez nous et chez le client. Et donc, vu que tu es chez le client, aussi chez Ecologique, comment est-ce que tu fais pour gérer cette double vie-là? C'est vrai qu'on a comme tu dis, une double vie. On a un peu la vie de bureau chez Gologic avec les collègues de chez Gologic. On est tous dans des mandats différents ou en petits groupes chez le client. Et on a les collègues de chez le client. On est quand même, enfin, pour moi en tout cas, on est quand même assez intégrés dans l'équipe. On fait un peu partie des équipes en interne chez eux. Et j'ai pas trouvé que c'était quelque chose de spécialement difficile à gérer, cette double vie. Il y a des 5 à 7 chez le client, il y a des 5 à 7 chez Ecologique. Je suis quelqu'un qui est en forme, donc je vais aux deux. Plus sérieusement, des fois, ça aurait pu faire un peu peur de se dire comment on m'envoie chez un client, puis je suis lâché comme ça, puis on s'occupe plus de moi, et c'est pas du tout le cas chez Ecologique. On est vraiment accompagné, on a notre responsable avec qui on va régulièrement faire des points. On se sent soutenu, on va régulièrement parler du client, du mandat, de comment est-ce qu'on peut faire évoluer la mission. Euh, Par exemple, est-ce que j'aurais envie de bouger un peu dans mon rôle, changer peut-être d'équipe ou quoi que ce soit, ça on en discute et on fait évoluer le mandat avec le client. Euh, c'est vraiment très important déjà au niveau personnel, ça permet d'avoir constamment du feedback. Et avoir constamment du feedback en DevOps, c'est important. C'est pas d'avoir constamment du feedback sur exactement le 8 DevOps, constamment du feedback sur son travail et de s'assurer qu'on est toujours bien aligné avec les attentes du client. Donc cette W là, elle est plutôt fluide, je trouve, chez Ecologic. Ça, les deux se mélangent bien et on arrive à avoir un environnement de travail agréable. Mhm. C'est ça, on est vraiment appuyé chez Ecologique. Puis ils comprennent qu'on est chez le client. Parfait. Ils vont nous donner le plus de soutien possible qu'ils peuvent. Et c'est ça aussi que j'aime beaucoup chez Ecologique. Et là, là, dans les prochaines années, c'est quoi que tu aimerais faire dans ta carrière de DevOps? Qu'est-ce qui s'enligne pour Nicolas Emmanuel? Pas mal de choses. Déjà, j'aimerais bien renforcer, consolider mes compétences en SRE. C'est quelque chose que j'ai découvert avec mon mandat actuel quand je suis rentré il y a pile un an, jour pour jour, que je suis rentré en mandat, sur ce mandat-là. Félicitations. Euh, Merci. C'est ça, c'est consolider mes compétences en SRE. On a aussi, comme Gologic a partenaire avec le DevOps Institute, tout un tas de formations qui nous sont proposées en lien avec le DevOps. Je vois que j'ai repéré celle de DevSecOps, donc DevOps et sécurité, qui me plairait bien. Moi, je suis un développeur Python.
à la base. Et j'aimerais bien passer une certification en Python un peu pour consolider mes compétences, pour me dire, oh, j'ai un petit joli de papier qui atteste, un petit joli bout de papier qui atteste euh, de mes compétences. Et c'est pas mal ça qui s'en vient pour cette année et l'année prochaine. Voilà. Ben, ça a l'air t'es bien préparé, tu as un plan. Fait que bonne chance, bonne continuité. Merci énormément d'avoir répondu pour les gens qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus. Des gens peut-être qui sont en France ou qui sont ailleurs dans le monde, qui sont curieux. Et je pense que tu as donné des super bonnes réponses. Donc, merci beaucoup, Nicolas Emmanuel. Merci à toi. Alors, notre prochain panéliste, c'est quelqu'un qui adore optimiser les processus. Aime améliorer le code, mettre en place des stratégies d'assurance qualité, de générer des métriques de qualité et de créer des outils. Donc, depuis qu'il a le rôle de conseiller DevOps, il a eu la chance d'intervenir sur plusieurs projets. Et là, il va nous raconter tout ça. J'inviterai maintenant M. Sébastien Bernard à venir répondre à quelques questions. Salut Sébastien. Steven, Ça va bien? ça va très bien toi-même. Oui, je vois que tu es au bureau de Gologique en ce moment avec la télévision et la thématique Star Wars dans notre bureau. Très cool. Exactement. Puis tu es en formation aujourd'hui, si je ne me trompe pas. C'est la formation DevOps Institute. Exact. Je suis dans le fond la formation pour les 2 prochains jours pour aider nos clients. Très bien. C'est super cool, ça. J'espère que tu aimes cette formation-là. Moi-même, l'ayant déjà passé, je trouve que c'est très, très, très valable comme formation, surtout pour comprendre là, toute la fondation du DevOps, puis comment est-ce qu'on insère ça dans une compagnie. Bonne formation. Et là, pour revenir à ton parcours de conseiller DevOps, parle-nous un peu de ton virage professionnel vers le DevOps. OK. Bon, on peut retourner à il y a quelques années. À la base, en fait, quand je suis sorti de Polytechnique, puis j'ai eu, dans le fond, j'ai commencé comme développeur en C# dans le monde, dans le fond, de .NET et Microsoft. Puis au début, dans le fond de ma carrière, j'ai lu le livre Le projet Phoenix, que je conseille à tout le monde qui sont intéressés par le DevOps. Ce livre-là, ça a vraiment piqué ma curiosité par rapport à ce monde-là. Puis j'ai continué ma carrière, mais j'ai toujours une volonté d'améliorer les processus dans lesquels je travaillais, que ce soit au niveau agile, au niveau technique. Mais il y a un moment que je suis arrivé où j'avais l'impression que c'était une bataille constante avec les processus en place, les compagnies avec qui je travaillais. Puis ça m'a comme démotivé. En fait, j'ai décidé à partir de ce moment-là de faire un changement, puis d'aller vers, en fait, aider des entreprises qui voulaient se faire aider à améliorer leur processus. Donc, c'est là que je suis tombé, en fait, sur GoLogic. Puis, dans le fond, en arrivant chez GoLogic, j'ai eu l'occasion au début de travailler sur des formations pour les gens à l'interne. Donc, j'ai appris énormément de choses par rapport justement à tout le DevOps. Puis, c'est à travers, en fait, ces formations-là que j'ai données pour des gens, mais aussi pour des compagnies, que j'ai vraiment eu un intérêt qui s'est développé pour un peu, dans le fond, coacher, pour former les gens. Ça c'est vraiment apparu. Puis, dans le fond, suite à mon premier mandat, j'ai eu l'occasion, en fait, de travailler sur la mise en place d'un processus de qualité de code avec l'outil SonarQube. Puis, à travers ça, en fait, j'ai mis en place des métriques pour être capable de calculer, en fait, si on améliore ou on n'améliore pas les processus. Puis, ça a vraiment, c'est là vraiment que j'ai eu le coup de foudre. En fait, j'adore travailler avec tout ce qui est métrique, avec tous les processus. Puis, en fait, suite à ça, en ce moment, je suis dans le domaine financier. Puis, en fait, là, je coach, puis en fait, j'aide à mettre en place une stratégie pour que, techniquement, c'est une quarantaine d'escouades doivent monter en compétences pour tout ce qui est test automatisé. Donc, je suis parti de développeur, puis là, en ce moment, je suis dans une grosse entreprise, puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir là, à mettre ça en place là, avec les gens. Bien, ça sonne comme tout un défi, ça. Mais félicitations pour ce nouveau poste de coach DevOps et aussi d'avoir réalisé, de vouloir aider les entreprises. Moi, je trouve que quand ça vient
quand ça vient de toi, c'est vraiment là que les entreprises peuvent vraiment progresser très, très rapidement. Alors, bonne chance avec ça. Puis là, toi, tu as passé plus d'un monde .NET à un monde open source. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est facile à faire? Je dirais pour le .NET, l'avantage, c'est que depuis qu'il y a un nouveau CEO pour Microsoft, ben, il y a vraiment une mentalité d'ouvrir, de mettre ça plus en open source. Fait que c'est pas, on passe pas du coq à l'âne. Je dirais que la plus grande difficulté, en fait, ça a été d'accepter de descendre un peu en termes de compétences, donc d'avoir de l'humilité, puis de laisser de côté son ego pour apprendre des nouvelles technologies, pour se remettre à niveau. Mais quand tu es motivé, ça peut se faire super rapidement. Puis, justement, j'ai été chanceux avec GoLogic qui m'ont vraiment… En fait, c'est ça que je trouve merveilleux, c'est qu'ils accompagnent les différentes personnes jusqu'où ils veulent aller. Fait que ça s'est fait en 1 an, j'ai vraiment monté en compétences. Puis là, je suis confortable. J'ai plus le syndrome de l'imposteur qu'on pouvait avoir. Puis aussi, l'avantage du DevOps, c'est que ça touche plein de domaines. Donc, peu importe d'où tu viens, ben, tes connaissances, ils vont servir. Après, tu peux aller chercher d'autres connaissances, puis ça va juste faire que ça va être plus facile pour toi. Tu vas pouvoir avoir plus de mandats. Ouais, moi qui est Scrum Master, je pense à le Scrum, qui est en fait un framework de travail dans lequel le DevOps peut s'insérer. Ça peut être appliqué à n'importe quel domaine. C'est vraiment juste comment résoudre des problèmes complexes. Et il y a une façon de faire. Donc, et je trouve que le DevOps, avec l'amélioration en continu, puis aussi quand tu parles de formation, puis d'être humble, puis de se dire, je ne connais pas tout, puis ça, c'est correct. Puis je suis là pour apprendre, puis je suis là pour devenir meilleur. C'est fascinant. Fait que, bravo pour ça. Aussi, pour ceux qui nous écoutent, peut-être qu'eux aussi, on a pu raviver la flamme de devenir un conseiller DevOps. Pour toi, c'est quoi le genre de bagage qu'il faut pour devenir un bon conseiller DevOps? Je séparais ça en 2 catégories, donc les compétences non techniques puis les compétences techniques. Pour les compétences non techniques, je pense le DevOps, c'est vraiment, on veut que les gens se parlent, on veut qu'ils collaborent ensemble. Donc, c'est vraiment important d'apprendre à écouter les différents besoins de tout le monde avec qui on travaille. Comme ça, on est capable de créer un pont. Parce qu'on veut s'assurer que les gens travaillent ensemble puis qu'ils ne se sentent pas pris dans un coin. Donc, l'écoute active, l'empathie, pour moi, c'est extrêmement important pour être capable justement d'aller chercher les besoins de tout le monde, que tout le monde soit heureux à travers ça. Puis je dirais aussi qu'il faut une capacité de s'adapter rapidement. Parce que, dans le fond, on va arriver souvent dans des situations où il faut trouver des solutions rapides, des technologies, des méthodes, des petites astuces là, pour que quelqu'un comprenne quelque chose. Donc, de développer ce réflexe-là, de ne pas rester pris dans ces méthodes, puis de trouver justement toujours des nouvelles méthodes, c'est très, très, très important. Puis au niveau technologique, je dirais, à la base, comme je disais, il y a énormément de sujets possibles dans le DevOps. Donc, avec ta base de connaissances, je dirais d'aller chercher minimalement des connaissances avec Linux, parce que cette technologie-là est très utilisée quand on parle de pipeline, aussi juste en termes de développement généralement. Donc, une base avec Linux, puis après, d'aller t'intéresser à un sujet qui est connexe, que ce soit la réseautique, que ce soit la sécurité, tous ces différents éléments-là de Linux, après, ça va te permettre vraiment d'aller chercher comme un regard unique que tu peux avoir auprès d'un client. Puis par la suite, je dirais d'aller chercher un outil d'automatisation pour faire des scripts d'automatisation, que ce soit du Python, des scripts en Bash, peu importe. L'important, c'est d'être capable d'automatiser parce que c'est important justement quand on parlait de s'adapter. Il y a un petit problème, on est capable de mettre en place un petit bout de code qui va te permettre de faciliter le travail des gens. Donc, c'est vraiment comme les deux bocales là, de skills que je dirais à développer là, pour être un excellent conseiller DevOps. J'espère que ceux qui nous écoutent ont pris des notes puis qui se rappellent qu'il faut un côté humain, mais aussi une bonne fondation technologique, puis de s'intéresser, un peu se spécialiser, comme tu as dit, en réseautique, en sécurité, et d'avoir une base solide là-dedans.
Mais justement, quand tu dis le côté humain, c'est vraiment important aussi. Ben, merci beaucoup, Sébastien, d'avoir pris le temps aujourd'hui pour les participants qui sont là. Et je te souhaite vraiment une bonne continuité dans ton nouveau poste de coach avec tes 40 équipes. Ben, bonne chance. Merci beaucoup. C'est un Et grand plaisir. Ben oui, on se voit au bureau bientôt. Ouais. Et le prochain et le dernier panéliste, c'est quelqu'un qui a 3 ans d'expérience comme conseiller DevOps. Il est expert en pipeline as code et en déploiement continu. Et son objectif, c'est de toucher à l'ensemble de l'étape de cycle de livraison d'un produit. Mais comment s'y prendre? Il va maintenant nous faire découvrir son parcours. Donc, j'inviterai M. Alexis Lemelin-Poulain à... donc, salut Alexis. Salut, salut. Pour ceux qui ne savent pas, Alexis et moi, on se connaît depuis plus de 15 ans maintenant, vu qu'on a été, on est des amis de longue date qui sont connus au Canjo à Outremont. Et là, on a la chance de se côtoyer quasi quotidiennement au bureau quand on est là et de poursuivre notre carrière en DevOps ensemble. Et c'est vraiment un plaisir, Alexis, d'être ici puis de permettre à tous ces gens de découvrir un peu plus sur toi. Alors, merci beaucoup pour ça. Ben, merci à toi. Ça fait plaisir. Et donc, comment est-ce que tu es arrivé à... comment ça s'est dessiné sur ton rôle DevOps? Ben, le tout a commencé avec une formation en génie logiciel à l'ETS. Donc, et pendant le parcours, il faut faire 3 stages. Donc, moi, mon 2e et 3e stage ont été consécutifs dans la même entreprise où je mettais en place une solution de monitoring. Donc, je faisais partie de l'équipe dite d'infra. Et c'est là que j'ai découvert un intérêt à travers mon automatisation pour avoir comme client mes collègues. C'est vraiment quelque chose que je trouve trippant d'entendre leurs problèmes et de dire « OK, c'est cool, je vais essayer de trouver une solution pour accélérer ton processus. » Pour moi, ce que j'entendais le plus de ce côté-là, c'était les gens d'infra qui disaient qu'ils perdaient plusieurs heures à chaque semaine à devoir envoyer des logs qu'ils allaient lire dans un serveur à des gens. Ils ont d'autres priorités, ils ont d'autres tâches à faire, mais entre autres, cette tâche-là qui peut être facilement automatisable coûtait beaucoup d'heures. Donc, de pouvoir les aider là-dedans, pour moi, ça m'a vraiment donné un très gros intérêt. C'est là que j'ai commencé à embarquer dans l'automatisation et tout ça. Après avoir terminé mon bac, j'ai été engagé chez Ecologic, où j'ai commencé par voir une formation dans la technologie Kubernetes que j'ai pas vraiment tant utilisé en pratique après la formation, mais ce que j'ai appris m'a vraiment donné une vue d'ensemble d'un environnement de programmation, exemple de développement au complet. Donc, le réseau de cycle, la sécurité, le lancement de Docker, puis de tout ça. Donc, même si je ne l'ai pas eu en pratique directement, ces connaissances-là, je les utilise quasiment à tous les jours dans mon mandat actuel. Donc, c'est ça. Après avoir fait ma formation Kubernetes, j'ai un peu travaillé sur la plateforme de formation, le côté infra de la plateforme de formation à l'interne, donc pour me mettre la main un peu plus dans tout ça. Et quelques mandats plus courts. Et là, depuis maintenant un peu plus de 2 ans, je suis dans mon gros mandat en automatisation avec Jenkins. Justement, ce mandat-là, comment ça s'est déroulé? Parce que je pense qu'au début, tu étais en mentorat avec un des cofondateurs de Ecologic, c'est Nicolas Dupéré. Donc, parle-nous un peu de comment est-ce que l'intégration s'est passée? Est-ce que tu étais à l'aise au début? Est-ce que tu as eu un syndrome de l'imposteur, un peu comme Sébastien? Parle-nous de ça. Bien, c'est sûr qu'au départ, il y a un certain stress d'être nouveau, donc on peut qualifier entre autres du syndrome de l'imposteur. Mais j'ai commencé justement avec Nicolas, qui était à temps plein avec moi. Donc, surtout que c'était un projet qui commençait, mais il y avait beaucoup de décisions à prendre qui allaient avoir des impacts à long terme. Et d'avoir un expert avec moi m'a permis vraiment de voir les différentes options. Il m'a expliqué pourquoi on prenait telle ou telle décision. Il a pu m'enligner vers différentes technologies et autres informations pertinentes à apprendre de mon côté. Il y en a d'autres qui m'ont montré lui-même, ceux qui étaient plus simples à comprendre, qui m'ont fait sauver du temps. Et après, il s'est progressivement retiré du projet, donc me laissant
toute la place à la fin dans le projet, mais je conserve la base solide qui m'a aidé à construire. Donc, j'ai toute la confiance que je pourrais avoir besoin dans mon rôle actuel. Et même si j'ai encore des questions ou des besoins, à travers Slack, entre autres, on peut communiquer avec des personnes précises ou avec des groupes de discussion complets chez GoLogic. Donc, je réussis toujours à avoir le support en cas de besoin dans ce mandat-là. C'est ça. Ils t'ont pas, GoLogic n'a pas juste lancé en mandat, tu as été quand même vraiment bien soutenu et entouré au début. Puis là, d'être un peu plus autonome et indépendant plus ton mandat avance. Ça, c'est super cool. Puis justement, là, sur Slack, on peut toujours, je peux toujours répondre à des questions ou quelqu'un pourrait répondre pour toi si jamais tu as besoin. Ça, c'est vraiment cool. Et là, en ce moment, dans ton mandat, c'est quoi les types de technologies? Si ce n'est pas du Kubernetes, c'est quoi que tu travailles en ce moment en mandat? Ben, c'est énormément de Jenkins. Donc, c'est vraiment la base de tout mon projet, c'est le Jenkins. Les pipelines, on les fait as code, donc avec beaucoup de Groovy, puis de mélanger avec du Bash pour essayer d'aller chercher certaines fonctionnalités de plus. Donc, vraiment avoir fait ça, on a fait notre propre librairie puis tout ça pour même automatiser l'automatisation. C'est vraiment essayer de rendre l'automatisation le plus fluide possible. Sur le côté, j'utilise aussi, mettons, du Python pour certains petits détails plus complexes, mais disons que c'est vraiment les technologies que j'utilise le plus, surtout dans un contexte d'essayer de moderniser ce qui est plus ancien. Même s'il y a des technologies de CI/CD qui sont plus avancées, qui sont plus récentes, je dirais plutôt, veux pas, on doit souvent toucher à du legacy d'une façon ou d'une autre. Donc, et après, pour l'automatisation, tu peux toucher à toutes sortes d'affaires. Je me retrouve à automatiser des tests. J'ai touché un peu à du robot, du SoapUI, plein d'autres technologies annexes. Cool. Tu as l'air très passionné de ton sujet puis de connaître très, très bien ce qui est automatisation, CI/CD, puis l'infrastructure, vraiment spécialiste là-dedans. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions-là, puis d'avoir exposé ça à nos participants. Vraiment intéressant. On a eu vraiment 4 différents profils de conseillers DevOps. Chacun était différent. Et donc, c'est pas parce qu'on suit un certain parcours qui nous amène vers le DevOps. Je pense que tous les parcours peuvent se mener vers le DevOps. Et c'est vraiment sur ça qu'on se concentre chez GoLogic, c'est d'aller chercher cette excellence-là en DevOps, puis d'aider, puis d'aller livrer le plus de valeur possible chez nous et aussi avec nos partenaires. Merci beaucoup, Alexis, encore. Merci, Maude. Merci, Sébastien. Merci, Nicolas-Emmanuel. C'était vraiment une belle opportunité. J'espère que les gens qui participaient, vous avez eu un peu une panoplie de réponses qui vous permettent un peu de vous aiguiller sur le DevOps, sur savoir qu'est-ce que ça fait un conseiller DevOps. Et vous voyez, il n'y a pas une réponse seulement. Il y a plein de différentes réponses et dépendamment dans quoi on se spécialise et dépendamment de nos aptitudes, parce que je pense que une carrière en DevOps, surtout chez GoLogic, ils vont vraiment prendre en considération c'est par où que tu vas aller et aussi c'est dans quoi que tu es bon et on va continuer à te former. Tout ça. Donc, encore une fois, merci à tous ceux qui s'y sont joints. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux et aussi, ça nous ferait plaisir de vous voir dans nos prochains événements. Et aussi, j'aimerais qu'on ouvre un peu pour les questions. Fait que là, on a Clémence sur le côté qui demande « Avez-vous des questions pour nos 4 conseillers? » Fait que vous pouvez poser dans le Q&A, vous pouvez poser dans le chat directement. Juste nous dire c'est à quel conseiller que vous voulez poser la question ou est-ce que vous voulez la poser à tout le monde. Sinon, moi, j'ai quelques questions que j'aimerais poser, mais je vais attendre peut-être une
une petite minute, voir s'il y a des questions qui s'ajoutent. Sinon, je vais commencer. Donc, si je voulais me basculer vers le DevOps, je voulais partir ma carrière en DevOps, quelle formation est-ce que vous me conseillez de suivre? Et je peux poser la question peut-être à Maud en premier. Pardon, pouvez-vous répéter la question? Ouais, c'est quoi, quelle formation est-ce que tu me conseilles si je veux commencer une carrière en DevOps? La formation du DevOps Foundation, c'est sûr, c'est vraiment une base pour n'importe qui travaille dans le domaine des technologies, que ce soit quelqu'un qui est aux études comme moi, que même quelqu'un qui travaille dans le marketing. Il y avait quelqu'un dans le marketing qui suit la formation en même temps que nous, puis elle a très bien compris les concepts qu'on a vus, puis je pense que c'est accessible pour pas mal tout le monde dans une entreprise TI. Merci. D'autres formations, Nicolas Emmanuel? Pas vraiment de formation, mais plutôt apprendre vraiment, comme Sébastien l'a dit, des langages de scripting, essayer un maximum de lire des articles sur le DevOps, de participer à des conférences, des webinaires sur les différents sujets du DevOps. Ça, c'est aussi quelque chose à faire constamment aussi tout au long de sa carrière. Mais vraiment un petit peu essayer de baigner le plus possible dans la culture DevOps. Mais là, je pense qu'on a une question pour toi qui vient de Sanim Benkatla, qui est quelle est la différence entre le SRE et le DevOps? Le DevOps, comme tu l'as rappelé, Steven, au début de la présentation, c'est vraiment un ensemble de pratiques, une philosophie, une culture, toutes ces choses-là. Le SRE, les équipes SRE, c'est vraiment un type d'équipe particulière dédiée à l'évolution et le maintien opérationnel d'un produit. On peut pas les opposer, le DevOps et le SRE, c'est des problématiques qui sont très liées. Ça peut faire partie d'une transformation DevOps d'une entreprise, d'avoir des équipes de SRE. Voilà. Je ne sais pas si la réponse à la question était claire. Oui, je pense que c'est ça. Comme tu dis, le SRE, c'est une équipe. Le DevOps, ouais. Pour répondre à la question de Virgile Capon, ouais, voilà, Site Reliability Engineer. Voilà. C'est un terme qui a été popularisé par Google, si je ne me trompe pas, dans 2015-2014 à peu près, où ils ont commencé à créer des équipes chez eux pour maintenir les produits qu'ils allaient faire moins évoluer un peu, les produits, pas les produits stars, pour conserver cette qualité et pour prendre soin, lui donner de l'amour au produit, parce que quand on écrit du code, il faut le maintenir. Steven, je peux peut-être prendre la question de, je pense que c'est Francis. Francis Qui Provencher. demande en fait, pour la conciliation famille-travail, c'est quoi qu'on peut s'attendre comme horaire? Mais en fait, juste à la base, le DevOps, on veut éviter de prendre l'exemple de faire des mises en production le vendredi soir. Fait, la philosophie du DevOps, c'est de justement avoir un flow de travail qui est constant et qui est soutenable pour tout le monde. Donc, à la base, c'est la philosophie même du DevOps, je pense que c'est d'éviter de permettre une conciliation. Donc, c'est vraiment un horaire qui est équilibré. Là, puis, pour tout le temps que j'ai travaillé chez GoLogic, par exemple, moi, ça a toujours été notre train, je pense que c'est 37,5. Puis, c'est respecté. S'il y a plus, c'est toujours demandé, puis il n'y a jamais de pression. C'est vraiment, l'équilibre est très présent et très important pour tout le monde, en fait, dans la compagnie. Et on a la question de Nicolas Rouffard qui dit « Quelles sont les étapes en plus entre le DevOps et le DevSecOps? » Alors, peut-être les étapes, mettons, dans un 8 DevOps, qu'est-ce qu'on aurait dans le Sec? Je peux essayer de répondre. Mais je dirais que le terme DevOps a été pas mal utilisé pour représenter, dans un certain sens, la fusion de l'équipe de Dev
puis l'équipe de Ops ensemble pour qu'ils travaillent en collaboration, pas que éviter la situation où les devs faisaient du code, lançaient l'application à l'équipe de Ops qui ne savait pas trop quoi faire avec, mais qui devait le lancer. Puis là, ça fait du back and forth de communication non optimisée, disons. Là. De rajouter le SEC veut vraiment dire rajouter la sécurité là-dedans. Donc, la sécurité soit pas seulement une équipe séparée à qui on demande « OK, cool, est-ce que ça passe à la sécurité, oui ou non? Parfait, tu ramènes. » C'est vraiment les mettre dans le processus. Donc, si tu veux être, disons, un conseiller DevSecOps, il faut que tu aies les connaissances de sécurité pour être capable de participer à cette partie-là de la discussion. De plus que quelqu'un comme qui est plus spécialisé, exemple, en automatisation ou dans des secteurs plus fermés. Si je peux compléter la réponse d'Alexis, c'est vraiment en plus dans le processus de développement logiciel, intégrer la sécurité le plus tôt possible et faire en sorte que l'entièreté de l'équipe se sente responsable aussi de cette sécurité, sécurité applicative ou plus infrastructure pour les autres, mais c'est vraiment de responsabiliser les gens et de l'intégrer le plus tôt possible pour pas avoir à résoudre les problèmes, mais que tout soit déjà au maximum sécurisé. Très bien. Peut-être, comme la qualité, de faire un virage à gauche avec la sécurité et d'inclure le plus de gens possible. Justement, ça me rappelle un Lunch and Learn. Ah oui, c'est vrai, que j'avais présenté. On a-tu une dernière question? Oui, quelques questions encore. Cette question vient de Shérif qui nous pose la question. Est-ce que vous avez des propositions de sites ou de livres qui traitent des études des cas pour appliquer le processus DevOps dans une société? Je peux en proposer quelques-uns. À la base, comme j'ai mentionné tantôt, le projet Phoenix, puis sa suite qui est le livre, le projet Licorne. À la base, c'est intéressant pour t'intéresser au DevOps. Puis, il y a un livre qui a été, en fait, le livre qui a inspiré ces livres, ça s'appelle le DevOps Handbook, qui est comme vraiment le livre de recettes qui regroupe, dans le fond, toutes les pratiques DevOps. Donc, ce livre-là est super intéressant. Si on veut aller dans le côté un peu plus affaires, il y a le livre Accelerate, dans le fond, qui a été écrit par qui provient tout, dans le fond, du même filon. Là, c'est là que tu vas avoir vraiment plus des chiffres. Donc, si tu veux comprendre plus au niveau business, qu'est-ce qui se passe en DevOps, c'est super intéressant. Puis, en termes de rapport, à chaque année, il y a le rapport State of DevOps qui est sorti, je pense. Je ne suis pas certain que c'est le DORA qui le fait. Puis, il y a plusieurs autres compagnies comme GitLab, il y a GitLab, il y en a quelques autres qui sortent dans le fond des rapports qui vont, dans le fond, donner des métriques qui vont expliquer qu'est-ce qui se passe, les tendances. Puis c'est souvent par rapport à leur propre client. Donc, c'est intéressant, mettons, GitLab, vu que c'est une compagnie qui intègre de l'intégration continue, bien, ils ont accès à beaucoup de données, donc ils sont capables de se baser là-dessus pour ressortir des tendances pour le futur ou de ce qui a été fait dans l'année. Puis le DORA aussi, en fait, si vous ne connaissez pas, c'est un centre de recherche qui a été acheté par Google puis qui ressort les meilleures pratiques en termes de DevOps. Super, merci Sébastien. Et aussi, on a une question de Zakia Katem qui nous pose la question « Le DevOps est sur quel environnement hébergé? » Donc, est-ce qu'il y a un environnement? Qui pourrait répondre à ça? Si personne n'est là, je peux y aller. En fait, le DevOps, c'est un ensemble de pratiques. Il y a des outils, il y a différents outils utilisables. Si on parle d'AWS, on parle d'Azure, ils vont offrir certains outils, mais ce n'est pas nécessairement attaché à un hébergeur ou à quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment un ensemble de pratiques. Donc, il y a des outils qu'on peut aller héberger par la suite. Par exemple, si on prend la pratique d'intégration continue avec des pipelines. Mais c'est possible d'héberger notre pipeline dans Amazon, dans Azure, dans Google, peu importe. Donc, vraiment, le DevOps, c'est au-delà d'un hébergeur simple.
c'est vraiment un ensemble d'outils, un ensemble de pratiques, une culture qu'on met en place dans une entreprise. Super, merci beaucoup. Oui, exact. Il y a beaucoup d'outils qui sont dans la sphère du DevOps, que ce soit à la fois pour faire le développement, donc tout ce qui est IDE, donc pour programmer, ça va être un outil qu'on va utiliser. Puis là, des outils pour faire les tests, et d'autres softwares. Puis après ça, pour déployer, bon, c'est sûr, on a parlé du cloud. Fait que c'est intéressant. Vraiment là, un arsenal d'outils. Et justement, on essaie maintenant de garder tous ces outils ensemble avec ce qu'on appelle le Value Stream Management ou la gestion des flux de valeur. C'est vraiment intéressant de voir comment ça s'avance pour justement pas qu'il y ait de silos entre chacun puis que ce soit plus fluide entre chacun. Ben, merci beaucoup tout le monde. Je pense que ça répond à toutes les questions. Il y avait une petite question, je pense, qui s'adressait à tout le monde. J'ai répondu à l'écrit. C'est une question de Warren. Pour tous les conseillers, quelle est la chose la plus intéressante, stimulante pour vous dans votre rôle de conseiller DevOps? Moi, pour répondre à ça, c'est un peu comme je l'ai mentionné, c'est de sentir. Ben, à la base, je suis allé dans l'informatique parce que j'aime avoir du feedback rapide. Et pour toute personne qui a déjà fait du code, ben, dès que tu réussis quelque chose, tu passes sur compiler, tu vois le résultat, c'est bon, tu as le feedback tout de suite. Tu as raté, tu as le message d'erreur tout de suite. C'est quelque chose que je trouvais intéressant, contrairement à exemple, faire un plan d'un bâtiment. Ben, tu fais le plan, puis après ça, tu vas savoir dans je ne sais pas combien de mois à quoi ça va ressembler dans la réalité. Ben, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse en informatique. Et le DevOps l'amène, je trouve, à un niveau plus loin où tu peux te dire OK, cool, mon projet, j'ai réussi à faire ça, tu te retournes, tu dis à la personne à côté, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça t'aide dans ton travail? D'avoir la proximité, sentir, de voir tout de suite l'impact de ton travail sur tous les gens autour de toi. Moi, c'est ce qui me passionne le plus dans le DevOps. Je peux y aller rapidement. Juste le petit sourire qu'il y a dans le visage des gens là, quand on met en place quelque chose, là, puis que ça les aide ou qu'ils comprennent enfin un élément qu'on explique ou qu'ils réalisent « Ah, ça va vraiment apporter une valeur. » là. Ce petit sourire-là, moi, ça vient me toucher au cœur. All right. Yes, super. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore la discussion. Et donc, si jamais vous voulez continuer la discussion, vous pouvez toujours nous rejoindre par les réseaux sociaux. On est sur LinkedIn, on est sur Facebook, même par courriel si vous voulez nous rejoindre. Et même si vous voulez parler directement avec nous autres ou avec les conseillers DevOps, ça nous ferait vraiment plaisir de répondre à vos questions. Alors, sur ce, je vous souhaite tous une merveilleuse journée et on espère de vous voir dans un autre webinaire très bientôt. Alors, merci tout le monde encore. Bonne journée. Merci à tous d'être venus. Bonne fin de journée.